Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien comme d'habitude, donc je vous le demande pas. On est parti pour faire le tri dans les dernières recos qui sont sortis. En vidéo, c'est toujours plus marrant que lire les 50 pages des recommandations. Je vous conseille de les checker tout de même. Moi, je vous propose une synthèse. Maintenant, évidemment, la base, ce sera de les lire peut-être au moins une fois. La vidéo, c'est pour réviser dans la voiture ou sur le boulot. Sur le trajet du boulot, pardon. Donc les recommandations, ce que je vais vous parler, ce sera issu de cette recommandation formalisée d'experts, cette RFE de la SFAR et SFMU en collaboration qui est sortie en 2020. On est parti, on va essayer de faire ça bien et de faire ça vite. Donc le contexte, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel à savoir? Donc vos cours, vous les avez. Qu'est-ce qui reprennent tous les traumatismes de membres? Donc là c'est une définition des traumatismes sévères, c'est tout traumatisme de membres qui réunissent au moins un critère de Vittel et un critère de l'Abbreviated Injury Score. Donc je vous mets en image le tableau issu des recommandations. En fait ça parle de la lésion locale qui va être gradée de 0 à 6, c'est-à-dire de aucune lésion à une lésion qui est fatale. Donc ici vous avez le score de Vittel, donc la classification de Vittel. C'est inspiré des critères de triage nord-américain. Bon, je vous la lis, on va essayer de faire ça en 30 secondes. Donc l'examen initial du patient, Glasgow 13, la SAT à moins de 90, la systolique à moins de 90. Après il y a les circonstances de l'accident, personne éjectée, projetée, écrasée, un décès dans le véhicule, une chute de plus de 6 mètres, explosion ou blast. Au niveau de la prise en charge préhospitalière, si on a dû l'intuber, ventiler, remplissage d'1 litre au minimum, sachant que ça, bon, je sais pas dans quelle mesure c'est limite. La perfusion de catécholamine, nécessaire pour maintenir une hémodynamique stable, sous-entendu. Et les lésions observées, juste peut-être s'attarder là-dessus, donc traumatisme pénétrant, volet thoracique, brûlure. Après, ça dépend du degré de brûlure. Ils ont fait aussi des recommandations, ce sera sur une autre vidéo. Un traumatisme du bassin et une amputation de membres avec un délabrement qui peut être important, écrasement aussi. Et ils mettent ischémie aiguë de membre et la suspicion de lésion médulaire. Donc si on arrive sur une personne qui paraît comateuse, il faut bien s'assurer qu'en fait, si c'est par exemple un traumatisme, une personne qui a fait une chute, elle peut avoir une lésion cervicale haute, peu importe une lésion cervicale, et en fait elle se retrouve tétraparétique ou tétraplégique. Et les caractéristiques du patient, donc rapidement, ça peut être un patient âgé de plus de 65 ans, ça c'est toujours pareil à prendre avec des pincettes, bien sûr. Une grossesse, deuxième, troisième trimestre, et les pathologies associées, insuffisance cardiaque, respiratoire et anomalie de l'hémostase. Alors là, c'est une classification, peut-être que vous la connaissez ou pas, classification de Gustilo. C'est pour les traumatismes ouverts, elle est plus utilisée que la classification de Cauchois. Globalement, il y a 3 stades. Stade croissant, donc les plaies vont de 1 à 10 cm pour les seuils, de type 1 et type 3. Ensuite, voilà, ça grade. Ce qui est important à savoir, en fait, c'est que ça grade le risque de contamination. En fait. Bon. Rentrons dans les recommandations, dans le vif du sujet. Première question évoquée dans les recommandations, l'élément d'orientation, globalement, Traumatology Center, Trauma Center, quand il y a au moins un critère de Vittel. Ensuite, quel traitement instaurer en préhospitalier pour réduire le saignement? Ils font un focus en fait sur l'utilisation du garrot. Donc, s'il y a une hémorragie active et une compression directe qui est inefficace, ou une amputation, ou bien un corps étranger au sein de la plaie qui rend la compression beaucoup plus, voire impossible, plus difficile, voire impossible. Et s'il n'y a pas de pouls radial, le pouls radial, attention, en critère hémodynamique, donc c'est pour la systolique à moins de 7. Dans ces cas-là, il faut mettre en place un garrot. D'autant plus s'il y a un choc hémorragique, sans pouls, voire ACR, et syndrome d'écrasement, en contexte hostile, donc si c'est difficile d'extraire la personne de la situation de l'environnement.
Sachant que globalement l'efficacité du garrot, selon les études chez les militaires, c'est de 70 à 97%, donc c'est plutôt très efficace, hein. Et il n'y a pas de majoration du risque d'amputation, encore une fois, chez les militaires, sachant que l'odd ratio chez les survivants dans une autre étude qu'il cite, hein, dans la RFE est proche de 6, donc c'est efficace, hein. Par rapport au garrot, toujours, avis, alors là c'est niveau expert, la pose du garrot, il faut réévaluer l'efficacité, si ça continue de saigner ou non. Si on pose un garrot, ça veut dire bloc opératoire dans l'heure. On ne dessert pas un garrot, on le laisse, et avec le chirurgien au bloc opératoire éventuellement, on le dessert à ce moment-là, s'il y a reprise de saignement, soit suite chirurgicale, soit on le resserre. Troisième élément discuté, troisième question, quels éléments cliniques doivent conduire à éliminer une lésion vasculaire avec des examens. Donc en fait c'est quelle place de l'angioscan. Donc place de l'angioscan, quelque chose d'intéressant, je pense que c'est la place de la mesure de l'IPS. Donc je vous ai mis en photo, c'est issu d'une vidéo YouTube, donc allez-y, c'est super intéressant. La mesure de l'IPS, c'est le quotient entre la pression systolique de la cheville sur celle du bras. Donc les critères, c'est si un saignement artériel, ça va de soi quand même, une proximité de l'axe vasculaire, avec la plaie, un hématome non expansif, déficit neurologique isolé. Donc voilà, qu'est-ce qu'il précise encore? Oui, la notion de signe fort et la notion de signe faible clinique. Donc les signes forts, je vous les donne, c'est-à-dire qu'il y a plus de 25% de chances au moins, hein, de lésion artérielle. C'est un saignement extériorisé important, un hématome rapidement expansif, pulsatile et un syndrome ischémique. Donc vous voyez déjà un hématome non expansif, je pense que à voir. Si c'est expansif, ça veut dire qu'il y a un saignement qui est encore actif, hein. Et donc les signes faibles, c'est un saignement d'origine artérielle extériorisée durant le ramassage. Donc on voit qu'il y a des, voilà, que ça saigne encore quand on transporte le malade, hein. S'il y a le traumatisme ouvert qui est proche de l'axe vasculaire, ça on l'a dit. L'hématome non pulsatile, mais il tient quand même compte, hein, donc, de cet intérêt de rechercher un hématome non pulsatile qui indiquerait tout de même un angioscan. En regard, donc l'hématome en regard du trajet artériel, déficit neurologique. Bon voilà, globalement c'est quand même très intéressant. Recherchez aussi un souffle artériel. La place de l'ostéosynthèse, donc là ce sera une question peut-être pour les ECN pour virer sur le côté chirurgical. Quand est-ce qu'on doit la faire et comment on la fait? Donc dans les 24 heures, si il n'y a pas d'autres lésions, pas d'état de choc et il n'y a pas d'instabilité hémodynamique ni respiratoire. Donc globalement, c'est isolé. Sinon après, on peut le retarder, sachant que les fractures fémorales, tibiales, donc en fait un peu plus distales, du bassin aussi, sont plus à risque de STRA et d'embolie graisseuse. C'est une embolie qui est due à la moelle osseuse. Toujours sur l'ostéosynthèse définitive, donc l'enclouage centromédulaire, ça a une place importante, mais il y a des risques d'agression secondaire en lien avec cette chirurgie, donc à prendre en compte. Je pense que ce sera limite de discuter son intérêt dans les questions pour le CN. Donc triade létale, vous avez à droite l'image. Les cytokines, défaillance multiviscérale, voilà, tout plein de choses qui ne sont pas de très bons pronostics. L'autre stratégie, c'est en 2 temps, donc séquentiel, c'est-à-dire on stabilise une première fois et après on reprend. On fait une autre chirurgie. Donc dans les recommandations, il y a un tableau qui me semble très important, même en dehors de tout ce qui est purement traumatologie. Il y a un tableau avec 3 colonnes, verte, orange et rouge, qui spécifient les critères de gravité, donc croissant, du moins au plus grave. Globalement, pour vous donner un ordre d'idée, dans les plus graves, il y a l'utilisation, le recours à la noradrénaline à 4 mg/h, les lactates à 4, fibrinogène à moins de 1, thrombopénie à moins de 50, une hypothermie à 32, voilà. Donc ce petit graphique assez intéressant qui montre la place de l'ostéosynthèse définitive. Comme je vous ai dit, en gros, on regarde la stabilité hémodynamique et s'il y a d'autres lésions.
Maintenant, place à la chirurgie, sauvetage ou amputation. Pour la faire courte, s'il est stable sur le plan hémodynamique, ce sera mieux de faire un sauvetage coûte que coûte, même si on doit faire une amputation secondaire, sachant que initialement, s'il n'y a pas de sensibilité, donc s'il n'y a pas de sensibilité avant la chirurgie, dans les suites, il y a quand même 70% de récupération, donc c'est quand même beaucoup. Voilà, les critères l'absence d'indication de chirurgie, ce sera une amputation complète, trop délabrante, avec l'absence de recouvrement cutané, la section d'un nerf complète, mais encore là ça peut se discuter, donc dans les équipes chirurgicales surspécialisées, il peut y avoir des avis différents, hein, et une perte osseuse et de vaisseaux qui rendrait la chirurgie trop complexe. La prévention du risque septique, donc là c'est la place de l'antibioprophylaxie, globalement antibioprophylaxie pour fracture ouverte, dans les 72 heures, ça réduit effectivement la probabilité d'infection, hein. Donc on passe de 44 à 1%, donc ça c'est dans les extrêmes, dans les études. Combien de temps? 48 à 72 heures, maximum 72 heures, c'est vraiment pour les pires grades. Et ils évoquaient une antibiothérapie locale qui pourrait réduire les infections, mais bon, il n'y a pas d'essai randomisé, donc c'est un peu compliqué. L'antibioprophylaxie par quoi? Par augmentin ou céphalosporine, et si allergique, clindamycine genta. Le risque septique, pour terminer, pas d'intérêt de faire des prélèvements microbiologiques au bloc opératoire systématique. Maintenant, la prévention du risque thromboembolique, donc c'est très important à prévenir par HBPM une fois qu'on a contrôlé l'hémorragie. Et il n'y a pas spécialement d'intérêt du filtre cave, sauf si l'héparine HBPM est contre-indiquée et la compression, donc par les bas de compression, sont aussi contre-indiqués. Et encore une fois, ça dépend, donc le risque thromboembolique de la zone du traumatisme. Mais bon, tous les traumatisés en général ont un risque thromboembolique très augmenté, a fortiori quand c'est aux membres inférieurs. La prévention du syndrome de Loge, donc là il développe l'intérêt de la fasciotomie, des facteurs de risque et des signes. Je pense qu'il faut juste peut-être rappeler les facteurs de risque. S'il y a une fracture, une contusion, écrasement, une lésion hémorragique ou une reperfusion, d'une lésion ischémique initiale, une hypotension, sachant que cliniquement on s'attarde à rechercher une douleur, une tension, paresthésie, parésie, une augmentation des pressions intracompartimentales avec une mesure, c'est un peu plus invasif, mais, quand il y a une pâleur, quand il y a une paralysie et quand il n'y a même plus de pouls, c'est trop tard, donc il faut agir en amont. La place de la détection de la rhabdomyolyse et de sa prévention, donc là ce sera avec les recos de 2016 de la SFAR et de la SRLF. Là globalement il rappelle la place du bilan biologique et du sondage urinaire pour surveiller la diurèse, important. L'embolie graisseuse, donc c'est de la moelle osseuse qui s'en va et qui s'en va pas au bon endroit évidemment parce que ça n'a rien à faire, ça n'a pas à migrer, qui peut donner aussi des SDRA. La chirurgie précoce des os longs permet une prévention. Et encore une fois à discuter, comme vu dans les points précédents. Certaines études évoquent l'intérêt des corticoïdes, mais plutôt pour les fractures isolées, donc peut-être des corticoïdes à forte dose, hein. C'est des fortes posologies. S'il y a un fémur, une diaphyse fémorale, ça peut avoir un intérêt. Encore une fois, il y a des études, mais pas très importantes, hein, au niveau de la gradation. Pour la gestion de la douleur, là globalement c'est analgésie multimodale, donc rien de fou. J'ai rappelé juste la posologie de la kétamine, puisque pour le reste c'est plus connu, plus fréquemment connu. Intérêt de coupler à la morphine, plus ou moins midazolam quand même, la kétamine, hein, ça peut faire de gros délires, donc c'est pas très agréable pour le patient. Très intéressant à utiliser en préhospitalier, le Pentrox ou méthoxyflurane. C'est un peu malodorant, mais c'est très efficace. Pensez aussi au bloc iliofacial par exemple. On arrive à la fin de la vidéo, donc en bref, en quelques mots, critères de Vittel et Gustilo, pensez à la place du garrot, l'IPS,
Pour limiter les examens, l'ostéosynthèse définitive, ça c'est selon le critère hémodynamique ou non, on sauve le membre quand c'est possible. L'antibioprophylaxie impérative sur les fractures ouvertes, moins de 48 à 72 heures, pas de prélèvement systématique en cas de chirurgie, l'anticoagulation par HBPM, le filtre cave c'est bof bof, les syndromes de Loge à rechercher, et attention, les 4P, les fameux 4P sont un peu trop tardifs, donc les pâleurs, les manques de pouls, paralysie, etc. On oublie, il faut agir avant. Rhabdomyolyse, on hydrate. L'embolie graisseuse, bah là ce sera, et le SDRA ce sera avec la prise en charge chirurgicale qu'il faudra discuter, plus ou moins les corticoïdes. L'antalgie multimodale avec la kétamine et le pentrox qui sont très intéressants. Nous arrivons enfin à la vidéo, on arrive presque aux 16 minutes, pardon, mais pas 6 minutes. Donc si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a permis de resynthétiser un petit peu tout ça rapidement, ça m'aide que vous vous abonniez en cliquant sur la petite cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines recommandations. Quand elles sortiront, je ferai une vidéo. Lâchez un pouce bleu de cyanosé et vous l'aurez bien oxygéné. Prenez soin de vous, de vos fémurs et de vos patients. Bien sûr, à la prochaine.